Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des spoilers du chapitre 1102 de One Piece. On a eu exceptionnellement une page pendant la Jump Fiesta. La Jump Fiesta c'est quoi? C'est une grande cérémonie tous les ans où tous les auteurs du Weekly Shonen Jump, le magazine où est publié One Piece, nous parlent un peu de leurs news, de ce qui s'est passé dans l'année, de ce qui va se passer l'année prochaine. Et Oda, généralement, nous lâche quelques petites phrases pour teaser un petit peu les événements qui vont arriver pour nous en 2024. C'est dans ce genre d'interview qu'on avait eu une fin d'année, Eiichiro Oda nous expliquant que ça allait être l'année de Shanks. Il parlait bien sûr du film One Piece Red, ça a été un petit peu décalé suite au Covid, mais voilà, c'est le moment où Oda nous parle un petit peu des choses qui vont arriver, il nous tease des certaines morts ou des événements un petit peu dans One Piece, et là, il va nous donner encore quelques informations pour un petit peu égayer, enflammer notre imagination bien sûr. Dans un premier temps, il va nous dire que ça sera très certainement la fin de l'arc Ex-Id en 2024, arc qu'on prenait pour un arc de transition, mais qui est bel et bien un arc d'introduction un petit peu pour cette saga finale de One Piece, et notamment il nous explique que deux personnages vont se rencontrer et se battre. Deux personnages qui sont à la quête du One Piece, donc on pense forcément tout de suite à Shanks, à Barbe Noire, à Baggy, qui ont proclamé être à la recherche de ce trésor, en tout cas pas Barbe Noire, mais comme il a volé les rois de Poneglyph de Trafalgar dit Waterloo, il est très certainement pas si loin de ce trésor ultime, caché, remis à jour par ce cher Gold Roger. On peut étendre à d'autres personnages de la marine, à d'autres supernovas, etc. Mais je pense que la guerre, la bataille va se jouer entre ces personnages. Et il dit, notamment, et ça c'est très important, le résultat de cette bataille entre ce personnage et ce personnage va déboucher sur des événements inattendus. Donc quand on pense à l'affrontement entre Shanks et Barbe Noire, beaucoup disent que Shanks très certainement va se faire battre par Barbe Noire, un petit peu dans cet esprit shonen neketsu où l'antagoniste bat le mentor du héros pour susciter une vive émotion chez le héros et qui affronte l'antagoniste avec un sentiment de vengeance, et on aurait une transmission du flambeau. Beaucoup pensent à ça. Donc si Oda dit que ça va pas se passer tel qu'on l'imagine, c'est que très certainement, sur cette théorie-là, Shanks risque de battre Barbe Noire, ou en tout cas de le dérouter, de le débouter, de l'empêcher de mettre la main sur le fameux trésor. Si on regarde ça d'un domaine un peu plus large, on peut voir un affrontement, pourquoi pas, entre Shanks et Baggy, qui serait hyper intéressant, et là encore, où Barbe Noire et Baggy, et ce serait hyper intéressant de voir encore le personnage de Baggy gagner du terrain, prendre du terrain, c'est-à-dire par un concours de circonstances capillotracté avec de la poudre de berlimpapin, on verrait Baggy s'emparer des impressions de héros de Poneglyph ou de Shanks ou de Barbe Noire, et ça serait hyper intéressant de voir un personnage qui n'est pas badass ou épique finalement gagner du terrain sur cette course qu'est le One Piece, sans passer par un affrontement direct, mais avec l'aide de Crocodile ou de ce cher Dracul Mihawk. On pourrait avoir des événements qui mettraient en déroute Shanks et Barbe Noire, qui sont un petit peu trop bien placés au vu des événements, hein. Chacun a battu où Kid et Trafalgar dit Waterloo, s'emparant un petit peu des Rio Poneglyph, et pour relancer un petit peu la machine et cette bataille royale, ce serait bien qu'un personnage tel que Baggy puisse se présenter au devant de la scène. Je ne pense pas que dans cette explication d'Eiichiro Oda, on puisse intégrer Dragon, le Gorosei, Imusama, parce qu'ils n'ont pas encore clairement identifié le fait qu'ils s'intéressaient à ce trésor-là, et j'espère qu'Oda pointe du doigt les quatre empereurs tels qu'on nous les a présentés. Il nous parle également de la suite au niveau de la prochaine île, puisque Ex-Id va finir en 2024. Les Mugiwara vont très certainement se déplacer vers cette île. On parle éventuellement de Elbaf, puisque je sais que Eiichiro Oda nous tease depuis longtemps cette île. Moi j'avais dit après Onigashima qu'on n'irait pas sur Elbaf, et j'ai eu raison, on a été sur Ex-Id. Maintenant, vu les éléments qui nous sont donnés, et si Elbaf doit être la terre de cette Battle Royale, je dis oui. Là où ça m'embêtait un peu, c'est qu'on a encore un arc de 7 ou 10 tomes sur Elbaf, alors qu'aujourd'hui les éléments du monde de One Piece se sont tellement embrasés que je n'imagine plus un arc uniquement centré sur les Mugiwara, et où on oublierait de développer les histoires de ce lore tellement fort, ce lore qui compose tellement de personnages, qu'aujourd'hui tu ne peux plus
te pencher uniquement sur l'équipage de Luffy au chapeau de paille, sans pour autant développer les personnages tels que le fait très bien l'arc Ex-Id, où tu vois les Mugiwara dans leur embrouille avec la marine et le Dr Vegapunk, et où tu vois, par intermittence, d'autres batailles se produire. Garp sur l'île de la Ruche, Kid contre Shanks, Marco qui va peut-être aller sur Impel Down pour sauver le fils, le clone de Barbe Blanche. Là est la question. Le Gorosei qui commence à bouger, Im-sama, les révolutionnaires aussi qui commencent à rentrer dans cette danse magnétique et dévastatrice dans le monde de One Piece. Voilà, on a besoin pour cette dernière saga d'avoir, tel que Oda l'a dit, une réelle Battle Royale avec un petit peu tout qui se chamboule. C'est ce que j'aimerais. Le contre-coup à payer, c'est que bien sûr on risque d'avoir des off-screen, mais payons-les. Après tout, l'animé sera très certainement là pour un petit peu sublimer, rajouter les scènes qui n'ont pas eu le temps d'être dessinées par l'auteur pour conserver un petit peu le dynamisme du récit sur le papier. On a pas mal d'autres infos également pendant cette Jump Fiesta, puisque l'animé One Piece va avoir le droit à un remake. C'est cool, cet animé si long, si dense, qui rebute la plupart des gens qui veulent un petit peu rejoindre le bateau, monter dans le train, rejoindre cet univers. Ils ont une montagne à passer, aussi grande que Red Line, c'est de se dire qu'ils vont devoir ingurgiter plus de 1000 épisodes. Ça peut être assez contraignant, surtout qu'il y a certaines longueurs qui n'est pas artistique, c'est une longueur pour éviter au format animation de rattraper le format papier, puisque si jamais un jour ça se fait, et ben vers quoi se tourneront-ils autre que sur des hors-sujets, des hors-séries qui n'enflamment pas fatalement les lecteurs, comme peut le faire la série originale, les propos originaux de l'auteur. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle, ça va permettre un petit peu d'avoir cette animation, je dirais 2024-2025, sur un animé qui a presque 25 ans maintenant. Le remettre au goût du jour, c'est une très bonne journée, et ça permettra aux gens qui veulent découvrir One Piece de le découvrir semaine par semaine, ou arc par arc, en faisant du brain-ratching sur Netflix, et ça sera top pour nous, ce sera top pour les gens qui vont rejoindre One Piece, ça sera top pour les créateurs de contenu qui vont pouvoir un petit peu se relancer dans cette première partie qui est hyper intéressante. Donc il y a là, allons-y. Et on arrive au chapitre, au spoil. On a également une page cette semaine, et Shuroda, il l'avait jamais fait les années précédentes, de partager une page de son manga pendant la Jump Fiesta, donc ce sera le dernier chapitre de l'année. Très certainement le chapitre qui va clore le flashback de ce cher Bartholomew Kuma, et cette page nous indique qu'on se rapproche de plus en plus de la timeline actuelle de One Piece, puisque déjà, on en est un petit peu au moment de l'édition de la prime de Luffy, de la première prime de Luffy, quand celui-ci se voit attribuer 30 millions de berries pour sa capture, mort ou vif, et on voit un petit peu la réaction de tous les personnages de One Piece qui n'étaient pas encore connus à l'époque, et ça c'est assez intéressant. On va notamment avoir une discussion entre Dragon et Sabo, où Sabo demande à Dragon pourquoi est-ce que tu te rends sur l'île là où est exécuté Gold Roger. Je ne m'en rappelle plus, donc je vais éviter de dire des bêtises. Je crois que c'est... je ne sais plus. Là où justement j'en suis en plus là sur ma relecture du manga, parce que je relis One Piece, j'ai skip tellement d'arcs, les frérots. Si vous saviez, vous me jeterez des pierres, même si c'est déjà le cas. On a donc cette information, comme quoi Dragon se déplace à la ville natale de Gold Roger, qui est sa ville natale, mais aussi là où il est mort, l'île où tout commence et tout finit. Donc Dragon a été là-bas pour une raison particulière, on ne sait pas encore laquelle. Il demande à Sabo sous qui est ce territoire. Je m'attendais peut-être à un Yonko ou un pirate, et en fait non, il attendait le nom d'un marine, et c'est le marine Smoker qui est là-bas actuellement. Pourquoi est-ce que Dragon se rend sur Locktown? Ouais, je crois que c'est Locktown. Oh putain, je l'ai eu en y réfléchissant même pas. Je confondais avec Locktail, mais c'est Locktown. Hey, j'arrive, et j'espère que j'ai bien prononcé ce nom. C'est là
On va voir les premières images d'une tempête, qui nous seraient peut-être des indices sur le fruit de dragon, mais en relisant, la tempête, perçue par un ami, se déclare beaucoup plus tôt que au moment fatidique où l'éclair va sauver le personnage de Monkey D. Luffy, donc où Dragon a pris du temps pour faire naître un petit peu la tempête dans cette ville, ou alors c'est décorrélé directement de son fruit du démon, tel que les indices nous le donnent depuis un certain nombre de temps, surtout depuis qu'on parle de cette personne qui aurait un bateau tout noir et qui ferait des tourbillons autour de son bateau, bien sûr. On a également des infos concernant Jinbei, qui va être impressionné par ce nouveau venu sur la piraterie, qui aurait réussi à débouter l'équipage d'Arlong. On sent, là encore, l'impact du live action, puisque on tourne beaucoup autour de cette période. Le nouvel animé qui arrive, on a eu le live action, on a beaucoup de personnages dans ce flashback qui reviennent sur les éléments, finalement, de la première partie de One Piece. On dirait que Oda, ayant participé depuis plus d'1 an au live action, commence à avoir un petit peu des Madeleines de Proust, comment on pourrait ça, des souvenirs bienveillants, commence à avoir une nostalgie sur cette première partie de One Piece. On a de plus en plus d'Easter eggs, de plus en plus d'infos concernant cette première partie de One Piece, et là, bah, ça revient hein, sur, bien sûr, Lockdown avec le personnage de Dragon, Jinbei qui pète un plomb parce que Luffy a battu l'équipage d'Arlong. Jinbei, je le vois souvent avec Barbe Blanche. Je crois qu'il est encore corsaire à ce moment-là. Barbe Blanche et Yonko. Comment ça se fait qu'on a un Shichibukai qui soit aussi proche d'un Yonko dans le Nouveau Monde? Enfin, c'était vraiment n'importe quoi l'équipage des Shichibukai, les mecs. Il y a l'un des vôtres, qui est H24, ça fait 2 fois qu'on le voit avec Ace et Barbe Blanche. J'ai envie de dire, Jinbei, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi est-ce que t'as pas rejoint l'équipage de Barbe Blanche? T'étais plus là-bas que dans ton propre équipage. J'ai envie de croire, j'ai envie de te dire. Enfin bon, bref, passons. On a également plusieurs autres personnages qui vont revenir dessus. On a Jawar Bonny, bon, qui se maquille et qui se met un petit peu son badge ici pour que son père puisse la reconnaître. C'est touchant, mais ce niveau de détail, c'est presque un peu too much. On n'avait pas besoin d'avoir un moment où Jawar Bonny nous reparle de ces petits détails de Chara design et qu'elle nous explique pourquoi est-ce qu'elle les met en place pour paraître plus mature et pour être reconnue par son daron, Kuma. Qui lui aussi apparaît dans le flashback en disant « Ah ouais, tiens, Luffy, t'es devenu pirate, cool. Quel fils de dragon, quel exploit du destin. Je suis malade, hein. Je fais cette vidéo, mais je suis malade. J'essaye pour autant de vous dire tout ce que j'ai en tête concernant les news qui nous ont été données, mais force est de constater que j'ai le nez qui coule et que j'ai la voix enrayée un peu ce soir. Et on a des visus sur l'équipage, bien sûr, de Jawar Bonny, qui sont pas son équipage, mais qui sont un peu ces marins, ces pirates, qui ont permis à Bonny de s'exfiltrer, mais pas beaucoup d'informations en plus que cette page qui nous montre pas mal de personnages. On avait eu, il y a quelques temps, cette même page quand Kuma était devenu Shichibukai, et là, Oda profite de son flashback pour nous faire un petit tour d'horizon de l'intégralité des personnages qui voguaient, parce qu'ils étaient vivants à cette époque. Je parle de Barbe Blanche, je parle de Ace notamment. Voilà pour la page qu'il nous a donnée, qui finalement nous apprend pas grand chose, mis à part qu'on approche de plus en plus de la fin. Qu'est-ce qu'on peut attendre par exemple dans ce chapitre? Moi je pensais que le flashback allait finir beaucoup plus tôt, mais on va peut-être pouvoir voir le jour avant. Le jour avant où Kuma s'est senti d'une mission d'aller sur Shaobodi pour protéger les Mugiwara. Peut-être qu'un danger plus grand guettait les Mugiwara à ce moment-là. Peut-être que la marine avait encerclé l'île, peut-être qu'il y avait un Yonko ou quelqu'un de profondément puissant qui a poussé Kuma à sauver les Mugiwara en les déplaçant dans les îles que lui-même avait parcourues jadis. Peut-être qu'on va aussi voir ces 2 ans. Ces 2 ans où Kuma a dû protéger le Thousand Sunny. J'ai lu sur Twitter d'ailleurs une info hyper intéressante où quelqu'un avait dit, bah attends, Kuma n'a peut-être pas protégé le Sunny sur place pendant 2 ans, peut-être qu'il a déplacé fatalement le vaisseau et qu'il l'a re-ramené sur Saobudi le jour J, étant un peu défectueux et pété de toutes les parts. Ça coïncide en plus au moment donné où ce cher Bartholomew Kuma perd la mémoire. Je pense que le flashback va s'arrêter là. Le flashback va s'arrêter quand Kuma perdra la mémoire, parce que c'est là qu'il sera médicalement mort. Medicalmente, muertos. Voilà pour les infos qui vont prendre un peu plus de temps. Dernier chapitre de l'année, est-ce qu'à la fin on va faire un retour sur Ex-Id? Telle est la question qui nous taraude, tous la tête, mais on va avoir très certainement des infos demain matin pour une vidéo
demain midi, bien sûr. Je vais également faire j'ai une grosse théorie là. Que je suis en train de construire une vraie théorie. Une vraie théorie. Goji, ce week-end, il a fait une théorie de 42 minutes pour nous dire que Luffy est un dieu, que Joy Boy est une inspiration des Caraïbes, et que très certainement Luffy allait affronter Barbe Boire à la fin. 42 minutes pour sortir ça. Voilà. Moi, ce serait une vraie théorie, avec des vrais trucs que vous savez pas, qui me semblent avoir découvert, comme toutes mes autres théories, hein. Après, vous avez peut-être insulté Madaren, parce que vous voulez avoir des théories pour dire ah ben, Luffy va très certainement affronter Barbe Noire à la fin. Je sais que vous aimez les théories que vous connaissez déjà, mais celle-là, elle est pas mal. Il y a pas mal d'éléments, je vais essayer de la sortir la semaine prochaine. Je commence à l'écrire. Voilà. Passez une excellente journée, on se retrouve demain. Si tu veux t'abonner, abonne-toi. J'espère que j'irai mieux au niveau de la santé. Passe une bonne soirée, ciao.